Et si je vous disais que le plus grand cauchemar de Napoléon n'était en réalité qu'un vieillard incompétent, sauvé uniquement par le hasard et le nombre? L'histoire officielle a retenu un nom: Gebhard Leberecht von Blücher, le maréchal en avant, l'idole de la Prusse, l'homme de fer qui a fait chuter l'aigle à Waterloo. On nous le vend comme un génie militaire, un foudre de guerre implacable. Mais c'est un mensonge, un mythe forgé par les vainqueurs pour masquer une réalité bien plus humiliante. La vérité, c'est qu'en 1814, lors de la campagne la plus désespérée et la plus brillante de l'histoire de France, Napoléon a transformé ce prétendu héros en véritable punching ball. Imaginez la scène. D'un côté, l'empereur, acculé, à la tête d'une armée en lambeaux, composée d'adolescents sans expérience et de vétérans épuisés. De l'autre, Blücher, commandant des hordes coalisées, arrogant, sûr de sa force, persuadé qu'il va marcher sur Paris comme à la parade. Le rapport de force est suicidaire. 1 contre 3, 1 contre 4. Tout le monde pense que la France est finie. Mais ce que Blücher a oublié, c'est qu'on ne chasse pas un lion blessé avec de la médiocrité. En l'espace de 6 jours seulement, Napoléon va donner au monde une leçon de stratégie qui est encore étudiée aujourd'hui dans toutes les écoles de guerre. Il ne va pas seulement vaincre Blücher, il va l'humilier, il va le briser, disperser ses troupes et le faire courir comme un lapin à travers les plaines enneigées de la Champagne. Bienvenue sur l'héritage de fer. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la puissance prussienne. Aujourd'hui, nous allons déconstruire la légende. Nous allons voir comment le génie français, par la seule force de son intelligence et de sa fureur, a mis à genoux l'armée la plus orgueilleuse d'Europe. Préparez-vous, car nous retournons en janvier 1814. L'heure n'est plus à la diplomatie, l'heure est au carnage. Et la première victime de l'empereur, ce sera lui, le maréchal Blücher. Pour comprendre l'ampleur du désastre qui attend le maréchal prussien, il faut d'abord saisir l'état de la France en ce mois de janvier glacial. Le pays est à genoux. C'est l'hiver, un hiver terrible, humide, boueux, qui glace les os et brise le moral. Pour la première fois depuis des années, la guerre n'est plus chez les autres. Elle est ici, sur le sol sacré de la patrie. Les Cosaques abreuvent leurs chevaux dans la Marne, les villages brûlent, et une peur viscérale s'empare des campagnes. L'empereur, ce géant qui avait fait trembler les rois de Moscou à Madrid, ne commande plus la grande armée des jours glorieux. Ses vétérans, ses grognards, sont pour la plupart morts dans les neiges de Russie ou tombés en Allemagne l'année précédente. Que lui reste-t-il? Des enfants, littéralement. On les appelle les Marie-Louise. Ce sont de jeunes conscrits, des gamins de 18, 19 ans, levés à la hâte par décret de l'impératrice. Ils ne savent pas monter à cheval, ils savent à peine charger un fusil, et beaucoup marchent vers le front en sabots parce qu'il n'y a plus de bottes dans les magasins de l'État. Ils portent des chapeaux civils, des vestes dépareillées, et pourtant, ces gosses vont devoir affronter l'élite militaire de toute l'Europe coalisée. Face à cette troupe d'adolescents, menée par un génie fatigué, se dresse une hydre à plusieurs têtes. Au sud, les Autrichiens du prince de Schwarzenberg, une masse immense, lente et prudente. Et au nord, arrivant par la Lorraine, l'armée de Silésie, commandée par notre fameux Blücher. Il faut s'arrêter un instant sur ce personnage, car il est la caricature parfaite de l'ennemi que l'on aime détester. À 72 ans, Blücher n'est pas un stratège, c'est une force de la nature, brutale et sans nuance. Il voue une haine pathologique à la France, et surtout à Napoléon. Pour lui, cette guerre n'est pas politique,
elle est personnelle. Il a juré de pendre l'empereur, de raser Paris, de faire payer à la France chaque humiliation subie par la Prusse depuis Iéna. Ses soldats le surnomment le maréchal en avant, parce qu'il ne connaît qu'un seul ordre, l'attaque frontale. Il n'a aucune finesse, aucune patience. Il est persuadé que Napoléon est fini, que l'aigle est mort, et qu'il suffit de donner un coup de pied dans la porte pour que tout l'édifice s'effondre. C'est cette arrogance qui va causer sa perte. C'est cet orgueil démesuré qui va offrir à Napoléon l'opportunité d'un miracle. Car Blücher commet une erreur impardonnable, une erreur de débutant qu'on n'apprend même pas aux cadets. Aveuglé par son désir d'arriver le premier à Paris pour en tirer toute la gloire, il décide de se séparer de l'armée autrichienne. Il trouve ses alliés trop lents, trop timorés. Il veut foncer. Alors, il pousse ses troupes le long de la Marne, étirant ses lignes sur des dizaines de kilomètres, sans se soucier de ses flancs, sans se soucier de la cohésion de son armée. Il marche comme s'il était déjà en terrain conquis, persuadé que l'armée française n'est plus qu'un fantôme incapable de réagir. Mais le fantôme a des yeux. Et quels yeux! Depuis son quartier général, au milieu des cartes étalées, à la lueur des bougies, Napoléon observe. Il voit tout. Il voit les Autrichiens qui hésitent au sud. Et surtout, il voit cette colonne prussienne qui s'avance imprudemment, isolée, vulnérable. L'empereur comprend instantanément. C'est la faute qu'il attendait. Le prédateur qui sommeillait en lui se réveille. Il sait qu'il ne peut pas vaincre les Alliés s'ils restent groupés. Ils sont 300 000. Il en a 30 000. Le calcul est impossible. Mais si Blücher lui offre ses corps d'armée un par un, dispersés, alors le rapport de force change. C'est le principe de la manœuvre centrale. Se jeter au milieu des forces ennemies pour les empêcher de se rejoindre et les détruire séparément. Cependant, la situation reste critique. Fin janvier, une première bataille a lieu à la Rothière. C'est un combat confus, sous la neige. Napoléon, en infériorité numérique écrasante, tient bon toute la journée, mais doit finir par rompre le combat et reculer pour ne pas être encerclé. Pour Blücher, c'est l'extase. Il pense avoir vaincu Napoléon en bataille rangée. Il exulte. Il écrit à son roi, à sa femme, à l'Europe entière que le Corse est en déroute, qu'il ne reste plus qu'à le poursuivre pour l'achever. Ivre de ce succès qu'il croit décisif, Blücher accélère encore. Il disperse davantage ses troupes pour occuper plus de terrain, pour piller, pour se nourrir sur le pays. Il éparpille 4 corps d'armée sur une distance de près de 100 kilomètres entre Châlons et Meaux. Son armée n'est plus un poing serré, c'est une main ouverte dont les doigts sont écartés. Napoléon, lui, est à Nogent-sur-Seine. Il semble abattu. Ses maréchaux sont déprimés. Ils le supplient de faire la paix, d'accepter n'importe quelle condition pour sauver ce qui peut l'être. Mais l'empereur refuse. Il a vu la faille. Il laisse une poignée d'hommes pour faire croire aux Autrichiens qu'il est toujours face à eux. Et avec le reste, l'élite de ce qui lui reste, sa garde, sa cavalerie et ses braves Marie-Louise, il pivote brutalement vers le nord. C'est le début de ce que l'histoire appellera la campagne des 6 jours. Mais avant la gloire, il y a l'enfer. Pour surprendre Blücher, Napoléon doit traverser les marais de Saint-Gonde. En été, c'est un terrain difficile. En février, c'est un cauchemar. Les chemins sont transformés en rivières de boue collante. Les canons s'enfoncent jusqu'aux essieux. Les chevaux s'épuisent et meurent de fatigue. Les soldats marchent dans une glaise glacée qui aspire leurs bottes. C'est une épreuve surhumaine. Les généraux disent à l'empereur que c'est impossible, que l'artillerie ne passera jamais.
Napoléon répond par l'exemple, mettant parfois pied à terre, encourageant ses hommes, les paysans français, voyant leur empereur marcher dans la boue pour chasser l'envahisseur, sortent de leur ferme, non pas pour fuir, mais pour aider. Ils attellent leurs propres chevaux de trait au canon de la garde, ils poussent les roues, ils guident l'armée à travers les sentiers secrets. Cette union sacrée entre le peuple et l'armée permet l'impossible. En 48 heures, comme des spectres surgissant du néant, les Français traversent les marais et débouchent sur le flanc de la colonne prussienne. Nous sommes le 10 février 1814 à Champaubert. Le premier acte de la vengeance va commencer. Sur la route, totalement inconscient du danger, marche le corps d'armée russe du général Olsoufiev. Il fait partie de l'armée de Blücher, mais il est seul, isolé de plusieurs kilomètres des autres unités. Olsoufiev n'a que 5000 hommes. Il pense que les troupes françaises signalées dans la région ne sont que des partisans, des francs-tireurs sans importance. Il n'imagine pas une seconde que l'empereur en personne, avec le gros de ses forces, est là, à quelques mètres, caché par les bois et le relief. Quand les premiers coups de feu éclatent, c'est la stupéfaction. Les Russes voient surgir les cavaliers français, sabre au clair, hurlant « Vive l'empereur !» Olsoufiev est terrifié, mais il a des ordres stricts de Blücher, ne pas reculer. Blücher lui a dit que Napoléon n'existait plus, qu'il n'y avait aucun danger. Alors, par peur de désobéir à son chef prussien, le général russe commet le suicide militaire parfait. Il accepte le combat. Il essaie de former ses lignes, mais c'est trop tard. La foudre tombe. L'armée française, pourtant, épuisée par la marche dans les marais, est galvanisée par la présence de Napoléon. Les jeunes conscrits se battent comme des lions, encadrés par les vieux de la vieille garde qui voient en eux l'espoir de la nation. L'artillerie française, positionnée avec une précision chirurgicale par l'empereur, pulvérise les carrés russes. C'est un massacre. Ce n'est pas une bataille, c'est une exécution. En quelques heures, le corps d'armée d'Olsoufiev cesse tout simplement d'exister. Sur 5000 hommes, 4000 sont tués ou faits prisonniers. Le général Olsoufiev lui-même est capturé, hagard, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. Il est amené devant Napoléon. L'empereur le regarde, satisfait mais déjà concentré sur la suite. Il sait que ce n'est que le début. Il vient de couper l'armée de Blücher en deux. Imaginez la scène au quartier général prussien, quand la nouvelle arrive, si elle arrive, Blücher est loin devant, vers l'ouest, persuadé que ses arrières sont sûrs. Il ne sait pas encore qu'il vient de perdre un bras. Il ne sait pas qu'il y a un loup dans la bergerie. Napoléon ne s'arrête pas pour célébrer. Il n'y a pas de temps à perdre. Il sait que le bruit de la canonnade a dû alerter les autres généraux ennemis. Il doit frapper encore, tout de suite, plus fort. Dès le lendemain, le 11 février, l'empereur se tourne vers l'ouest. Là se trouve le corps d'armée du général Sacken, un autre lieutenant de Blücher, qui a avancé jusqu'à Montmirail. Sacken est plus fort qu'Olsoufiev. Il a près de 20 000 soldats russes et prussiens, des vétérans endurcis. En apprenant la présence de Napoléon sur ses arrières, Sacken fait demi-tour pour l'écraser. Il pense avoir l'avantage du nombre. Il pense que la victoire d'hier n'était qu'un coup de chance, une escarmouche contre un petit détachement. Il va tomber sur un os. La bataille de Montmirail est l'une des plus belles pages de l'épopée impériale. Le terrain est vallonné, coupé de bois et de ruisseaux. Napoléon arrive avec sa garde à cheval. Il est partout à la fois, dirigeant chaque régiment, plaçant chaque canon. Les Russes attaquent avec férocité, chargeant à la baïonnette pour reprendre le village de Marchais. Les combats sont d'une violence inouïe.
Les Marie-Louise tiennent bon face aux grenadiers russes, prouvant au monde qu'ils sont dignes de leurs aînés. Mais le moment décisif arrive quand l'empereur lance sa cavalerie. Les dragons, les lanciers, les chasseurs, à cheval, déferlent sur les lignes ennemies. C'est une vague d'acier et de fureur. Sakhen est submergé. Il voit ses lignes se briser, ses hommes fuir en désordre à travers les champs boueux. Ce qui devait être une simple manœuvre de police se transforme en déroute totale. Les Russes et les Prussiens abandonnent tout, canons, bagages, blessés. Ils courent pour sauver leur vie, pourchassés par une cavalerie française, impitoyable, qui venge des mois d'humiliation. Au soir du 11 février, le bilan est lourd pour les Alliés. 4000 morts ou blessés, des milliers de prisonniers. Napoléon a perdu moins de 1000 hommes en 2 jours, 2 victoires écrasantes. L'armée de Silésie est en train de saigner à blanc. Mais où est Blücher pendant ce temps? Le vieux diable commence enfin à comprendre que quelque chose ne tourne pas rond. Les rapports qui lui parviennent sont confus, terrifiants. On parle de l'empereur, surgissant de partout, de corps d'armée entiers volatilisés. Blücher est furieux, incrédule. Son plan de marche triomphale sur Paris est en train de virer au cauchemar. Mais son orgueil est toujours là, intact. Au lieu de se replier, de regrouper ses forces pour faire face à la tempête, il s'obstine. Il ne peut pas croire qu'une armée qu'il jugeait moribonde puisse lui infliger de tels revers. Il pense encore que ce ne sont que des sursauts d'agonie. Il va commettre l'erreur de sous-estimer Napoléon une 3e fois, et l'empereur, lui, est insatiable. Il ne dort pas, il mange à peine. Il vit sur l'adrénaline de la victoire. Il sent que le destin a tourné. Il voit la peur changer de camp. Les prisonniers russes qu'on fait défiler sont abasourdis. Il pensait trouver une France vaincue. Il trouve des démons qui sortent de la boue pour les égorger. Napoléon écrit à Paris, ordonne de faire tirer le canon aux Invalides pour annoncer les victoires. Le moral de la nation remonte, en flèche. On se prend à rêver. Et si l'ogre corse allait encore réussir l'impossible? Mais le travail n'est pas fini. Il reste encore des morceaux de l'armée de Blücher à détruire. Le 12 février, c'est au tour du général Yorck, un Prussien cette fois, de goûter à la colère impériale à Château-Thierry. Yorck tente de secourir les débris de l'armée de Sakhen, qui fuit depuis la veille. Il se positionne sur les hauteurs, espérant arrêter la poursuite française, peine perdue. Napoléon ne laisse aucun répit. Il lance ses troupes à l'assaut immédiat. Pas de temps pour la stratégie complexe, c'est la vitesse qui tue. Les Français bousculent les Prussiens, les jettent dans la Marne. Le pont de Château-Thierry devient un goulot d'étranglement mortel où l'ennemi se piétine pour échapper aux sabres français. C'est une nouvelle déroute, une de plus. En 3 jours, Napoléon a remporté 3 victoires, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry. 3 noms qui claquent comme des coups de fouet sur le visage de Blücher. Le maréchal prussien est désormais isolé, coupé de ses lieutenants. Ses forces avant-gardistes sont anéanties ou en fuite. Il est temps pour le maître de s'occuper de l'élève. Il est temps pour Napoléon de se tourner vers la tête du serpent. Blücher, qui était resté en arrière près de Vertus, s'avance enfin, ignorant l'ampleur du désastre. Il pense venir au secours de ses généraux. Il pense piéger Napoléon. Il ne sait pas qu'il marche droit dans la gueule du loup et que la rencontre qui se prépare à Vauchamp sera le point d'orgue de cette semaine sanglante. Il s'imagine être le chasseur, mais dans les plaines blanches de Champagne, le chasseur, c'est l'empereur. Blücher arrive à marche forcée, bouillant de rage, jurant de venger l'affront.
Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait trouver, les restes du corps de Kleist, le corps de Kapsevitch, soit près de 20 000 hommes frais, plus des milliers de cavaliers. Il est persuadé que Napoléon est parti à la poursuite de Saken et York vers l'ouest, loin, très loin. Il pense tomber sur les arrières de l'armée française, sur une simple arrière-garde commandée par un maréchal de second rang, peut-être Marmont. Blücher salive déjà à l'idée d'écraser cette petite troupe et de reprendre l'initiative. Il ignore que l'empereur, tel un joueur d'échecs qui a 5 coups d'avance, a anticipé ce mouvement. Napoléon a laissé la poursuite à ses lieutenants et a fait demi-tour dans la nuit. Il est revenu sur ses pas à une vitesse stupéfiante, marchant à travers la boue glacée pour rejoindre Marmont à Vauchamp. Le matin du 14 février, jour de la Saint-Valentin, le soleil se lève sur une plaine, couverte de givre. Blücher lance ses éclaireurs. Ils reviennent avec une nouvelle qui le glace sur place. « Sire, c'est l'empereur. Il est là. La garde est là. » Blücher refuse d'abord d'y croire. Comment Napoléon pourrait-il être ici alors qu'il se battait à 50 kilomètres de là, hier encore? C'est impossible, mais les jumelles ne mentent pas. Là-bas, au loin, flottent les étendards tricolores. Et, plus terrifiant encore, les bonnets à poil de la vieille garde, ces géants invincibles qui n'apparaissent que pour donner le coup de grâce. Pour la première fois de la campagne, le doute s'insinue dans l'esprit du vieux maréchal prussien. Il réalise qu'il est tombé dans un piège. La bataille de Vauchamp commence. Ce n'est pas un combat, c'est une leçon de maître. Blücher, prudent pour une fois, essaie de tenir sa position, mais il sent la pression monter. L'infanterie française attaque de front, fixant les Prussiens. Les canons de la garde tonnent, fauchant les lignes ennemies avec une précision diabolique. Mais le vrai danger n'est pas devant. Le génie de Napoléon a conçu une manœuvre d'enveloppement parfaite. Pendant que l'infanterie amuse la galerie, la cavalerie de Grouchy, ce général souvent critiqué mais héroïque ce jour-là, contourne discrètement l'aile droite prussienne, en passant par les bois et les ravins. Soudain, c'est la panique sur le flanc de Blücher. Les cuirassiers français surgissent de nulle part, chargeant de flanc et de dos. Les carrés d'infanterie prussienne tentent de se former, mais ils sont bousculés, brisés, piétinés, avant même de pouvoir tirer une salve efficace. Blücher comprend que la partie est perdue. S'il reste, il sera encerclé et capturé. Lui, le héros de la Prusse, prisonnier du Corse. L'humiliation serait insupportable. Il donne l'ordre de la retraite. Mais une retraite sous le feu de Napoléon ne se passe jamais comme prévu. Ce qui commence comme un repli ordonné se transforme rapidement en une course à la mort. Les soldats français, grisés par la victoire, se lancent à la poursuite. Ils savent que l'ennemi est brisé moralement. La cavalerie française harcèle les colonnes prussiennes sans relâche, sabrant les traînards, capturant les canons, semant la terreur. Blücher lui-même manque de justesse d'être pris. On raconte qu'il a dû fuir au galop, entouré de son état-major, tandis que les chasseurs, à cheval français, étaient à quelques mètres de ses talons. Le grand Blücher, le maréchal en avant, fuit vers l'arrière, la queue entre les jambes, abandonnant ses hommes à leur triste sort. La nuit tombe sur le champ de bataille, mais le massacre continue à la lueur de la lune et des villages en flammes. Les Prussiens sont épuisés, affamés, terrorisés. Ils jettent leurs armes pour courir plus vite. C'est une débâcle absolue. En une journée, Blücher a perdu 7000 hommes. Napoléon en a perdu à peine 600. Le ratio est de 1 pour 10. C'est une victoire totale, indiscutable, humiliante. Faisons les comptes.
En seulement 5 jours, du 10 au 14 février, Napoléon a livré 4 batailles majeures, Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, Vauchamp. Il les a toutes gagnées. Il a infligé près de 30 000 pertes à l'armée de Silésie. 30 000 hommes. C'est l'équivalent de toute l'armée dont disposait Napoléon au début de la semaine. Blücher a perdu la moitié de ses effectifs. Son armée n'est plus qu'une horde de fuyards démoralisés qui cherchent à regagner la frontière. L'invasion, qui semblait inéluctable quelques jours plus tôt, est stoppée net. Paris est sauvé, au moins pour un temps. L'Aigle a repris son envol et ses serres sont rouges du sang prussien. Mais au-delà des chiffres, c'est l'impact psychologique qui est dévastateur. Le mythe de l'invincibilité des Alliés vole en éclats. Blücher, l'épouvantail, le croque-mitaine, a été révélé pour ce qu'il est. Un commandant médiocre, incapable de s'adapter, incapable de lire le terrain, incapable de respecter un adversaire supérieur. Il a été joué comme un enfant. Napoléon a prouvé au monde entier que le génie militaire ne se mesure pas au nombre de soldats, mais à la capacité de les utiliser. Avec des moyens dérisoires, il a réalisé l'impossible. Les historiens militaires du monde entier s'accordent à dire que la campagne des 6 jours est le chef-d'œuvre tactique de Napoléon, peut-être même supérieur à Austerlitz. À Austerlitz, il avait une grande armée entraînée. En 1814, il n'avait rien. Et pourtant, il a tout gagné. Pourtant, cette gloire a un goût amer. Car pendant que Napoléon s'épuisait à écraser Blücher, les autres armées coalisées, celles de Schwarzenberg au sud, continuaient d'avancer lentement, comme une marée inexorable. Napoléon ne peut pas être partout. Il doit courir d'un front à l'autre, éteindre les incendies, colmater les brèches. C'est le drame de cette campagne. Chaque victoire, aussi brillante soit-elle, ne fait que retarder l'inéluctable. L'ennemi a des ressources illimitées. Pour chaque soldat prussien tué, 2 autres arrivent de Russie ou d'Autriche. Pour chaque soldat français tombé, il n'y a personne pour le remplacer. Les villages sont vides d'hommes, il n'y a plus de chevaux. Il n'y a plus d'argent. Et Blücher, a-t-il appris sa leçon? A-t-il compris qu'il ne pouvait pas rivaliser tactiquement avec l'empereur? Pas du tout. C'est là toute la tragédie et, ironiquement, la force de ce personnage. Blücher est têtu. Il est borné. Il refuse d'admettre la défaite. Quelques jours après la débâcle de Vauchamp, il reçoit des renforts massifs. Les corps d'armée russes de Wintzingerode et de Bülow arrivent du nord. Blücher se retrouve à nouveau à la tête d'une armée de 100 000 hommes. Et que fait-il? Il recommence. Il reprend sa marche sur Paris. Avec la même arrogance, la même haine, comme si rien ne s'était passé. C'est la force brute contre l'intelligence. L'intelligence gagne les batailles, mais la force brute, quand elle est inépuisable, finit par gagner la guerre. Napoléon est obligé de laisser le front sud pour remonter affronter Blücher, encore une fois, à Craonne, puis à Laon. À Craonne, c'est une boucherie inutile. Les Marie-Louise se sacrifient par milliers pour prendre le plateau de Hurtebise. À Laon, Napoléon tente encore une manœuvre audacieuse, mais cette fois, la chance tourne. Les ordres sont mal transmis. Marmont se fait surprendre dans la nuit. Encore une erreur qui coûtera cher. Et Napoléon doit se replier. Blücher, malade, fiévreux, à moitié aveugle à cause d'une infection aux yeux, délire dans son lit, persuadé qu'il est enceinte d'un éléphant par un soldat français. C'est une anecdote véridique qui montre l'état mental du personnage à ce moment-là. Mais son chef d'état-major, Gneisenau, tient la barre. La masse prussienne est trop lourde, trop dense. Napoléon ne peut plus la percer.
C'est là que réside le véritable paradoxe. Si l'on regarde la carte et les mouvements de troupes, Blücher est un incompétent notoire durant cette campagne. Il se fait piéger, contourner, battre à plate couture, à répétition. Mais stratégiquement, sa simple obstination, sa capacité à absorber les coups comme une éponge absorbe l'eau, finit par user l'épée française. Il est le punching ball qui ne tombe jamais KO. Non pas parce qu'il esquive, mais parce qu'il a le crâne trop épais. Napoléon s'épuise à frapper, encore et encore, jusqu'à ce que ses propres forces l'abandonnent. La fin approche. Paris va tomber, non pas par le génie de Blücher, mais par la trahison et l'épuisement. Mais ce que l'histoire doit retenir, ce n'est pas la chute finale, inévitable face à l'Europe entière coalisée. Ce qu'il faut graver dans le marbre, c'est cette semaine de février où David a mis Goliath à genoux. C'est la preuve éternelle que le courage français, allié à l'intelligence suprême de son chef, a pu défier les lois de la guerre et de la mathématique. Quand Blücher entrera finalement dans Paris, il voudra faire sauter le pont d'Iéna, par vengeance mesquine pour la défaite de la Prusse en 1806. Il voudra piller, détruire. Il faudra que ses alliés, et même le roi de France, restauré Louis XVIII, interviennent pour calmer sa rage destructrice. Cette attitude, cette petite mesquinerie dans la victoire, contraste cruellement avec la grandeur tragique de Napoléon dans la défaite. L'un est un guerrier barbare qui gagne par le nombre, l'autre est un héros mythologique qui perd face au destin. Alors, quel héritage nous laisse cette confrontation? Pourquoi est-il si important, aujourd'hui, de rappeler ces faits? Parce que la propagande anglo-prussienne a travaillé pendant 2 siècles pour effacer cette réalité. On nous parle de Waterloo comme si c'était la seule bataille qui comptait. On érige des statues à Blücher, à Berlin et à Londres. On oublie volontairement que sans l'apport décisif des Russes et des Autrichiens, sans cette coalition mondiale, l'armée prussienne n'aurait jamais tenu plus d'1 semaine face à la grande armée, même une grande armée mourante. En 1814, la France a montré qu'elle était, intrinsèquement, la puissance militaire dominante du continent, par la qualité de ses hommes et de ses chefs. Blücher n'est pas un grand capitaine. C'est un accident de l'histoire, un vieil homme chanceux, porté par les vagues de la multitude. Napoléon, lui, même dans la boue de Champagne, même vaincu, brille d'un éclat que les siècles ne peuvent ternir. La campagne de France est son chant du cygne, mais quel chant! C'est un cri de défi lancé à la face du monde, une démonstration de virtuosité qui force le respect même de ses pires ennemis. Wellington lui-même dira plus tard que la présence de Napoléon sur un champ de bataille valait 40 000 hommes. En 1814, il valait bien plus que cela. Il était la France, debout, seul, contre tous, refusant de mourir sans combattre. C'est cette flamme que nous devons entretenir. Cette fierté de savoir que nos ancêtres, même quand tout était perdu, ont su accomplir des prodiges qui dépassent l'entendement. Ils ne se sont pas couchés. Ils ont marché dans la neige, le ventre vide, les pieds en sang, et ils ont fait reculer l'Europe entière. Ils ont transformé une retraite désespérée en une série de victoires éclatantes. Ils ont écrit l'héritage de fer avec leur sang, et personne, pas même le temps, ne pourra effacer cette gloire. Ainsi se termine l'histoire de l'homme qui se croyait l'égal de l'empereur et qui ne fut que son jouet. La prochaine fois que vous entendrez parler du grand maréchal Blücher, souvenez-vous de vos chants. Souvenez-vous de Montmirail, souvenez-vous de la peur dans ses yeux quand il a vu les aigles fondre sur lui, et souriez, car l'histoire, la vraie, celle des braves, est de notre côté.
Abonnez-vous à l'Héritage de Fer pour continuer à redécouvrir notre histoire sans filtre. Dites-moi en commentaire, quel autre mythe de nos ennemis devrions-nous briser dans la prochaine vidéo? Wellington, Kutuzov, la parole est à vous. Gloire à l'empereur et vive la France. Mais ce qui rend cette épopée encore plus tragique et qui dévoile la véritable nature de la guerre que la Prusse livrait à la France, c'est ce qui se passe juste après cette semaine de miracles. Si la guerre était un art noble, si elle obéissait aux règles de l'honneur et de la logique, Blücher, écrasé, humilié, ayant perdu la moitié de ses effectifs et la totalité de son équipement, aurait dû se retirer. N'importe quel général sensé aurait admis sa défaite, léché ses plaies et reculé jusqu'au Rhin. Mais Blücher n'est pas un général sensé, c'est un fanatique. Et surtout, il possède un avantage injuste, un avantage qui n'a rien à voir avec le talent. Il a des réserves inépuisables. Pendant que Napoléon compte chaque cartouche et pleure chaque soldat tombé, car il sait qu'il ne pourra pas les remplacer, Blücher, lui, joue avec des vies humaines comme s'il s'agissait de pièces de monnaie sans valeur. À peine a-t-il fui le champ de bataille de Vauchamp, la queue entre les jambes, qu'il reçoit déjà des renforts. Des colonnes entières de Russes et de Prussiens, fraîches, bien nourries, équipées par l'or anglais, arrivent du nord pour combler les trous béants laissés par le génie français. C'est le mythe de l'hydre de Lerne. Couper une tête, il en repousse deux. L'armée de Silésie n'est pas une armée, c'est une marée grise et noire qui ne s'arrête jamais, indifférente à ses propres pertes. C'est à ce moment précis que la campagne de France change de visage. Elle cesse d'être une guerre de manœuvre pour devenir une lutte pour la survie, une guerre totale. Napoléon, voyant que ses victoires tactiques ne suffisent pas à décourager ce vieillard obsédé, comprend qu'il doit désormais se battre sur tous les fronts à la fois. Il doit courir au sud pour arrêter les Autrichiens à Montereau, une autre victoire éclatante, où l'empereur pointe lui-même les canons, s'écriant joyeusement « Allez, mes amis, ne craignez rien, le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. » Puis remonter au nord, à marche forcée, pour affronter à nouveau Blücher, qui, tel un zombie, marche encore sur Paris. Imaginez l'épuisement physique et mental de ces soldats français. Ils marchent dans la boue le jour, dorment dans la neige la nuit, se battent un jour sur deux, et à chaque fois qu'ils lèvent la tête, l'horizon est à nouveau noir d'ennemis. Et pourtant, ils tiennent. Ils tiennent parce qu'ils défendent leur terre, leurs femmes, leurs fermes. La guerre devient sauvage. Les paysans champenois, exaspérés par la brutalité des Prussiens qui pillent, violent et brûlent tout sur leur passage, prennent les armes. C'est la naissance d'une guérilla féroce. On retrouve des corps de soldats prussiens dans les puits, dans les granges. La peur change de camp. L'envahisseur, si arrogant en colonne, tremble dès qu'il s'éloigne de son régiment. Blücher, dans sa fureur, ordonne des représailles terribles, mais cela ne fait qu'attiser la haine et le courage de la population. Début mars, la situation atteint son paroxysme tragique. Blücher, sauvé une nouvelle fois par le hasard et la trahison. La reddition honteuse de la ville de Soissons par un général français, faible qui lui ouvre les portes alors qu'il était coincé dos à l'Aisne, parvient à faire la jonction avec d'autres corps d'armée. Il se retrouve à nouveau en supériorité numérique écrasante sur le plateau de Craonne. La bataille de Craonne, le 7 mars 1814, n'est pas une victoire stratégique, c'est un monument de l'héroïsme français. Ce jour-là, il n'y a pas de manœuvre subtile possible. Le terrain est un plateau étroit, une sorte de couloir de la mort. Il faut monter à l'assaut, frontalement, sous le feu de l'artillerie russe
et prussienne qui balaie la pente. C'est un suicide. Mais les Marie-Louise, ces gamins que l'Europe entière méprisait, vont accomplir l'impensable, sans broncher, sous la mitraille qui fauche les rangs entiers. Ils grimpent. Ils marchent sur les corps de leurs camarades, les yeux fixés sur les canons ennemis, et ils chargent à la baïonnette. Le carnage est indescriptible. On marche dans le sang, jusqu'aux chevilles. Napoléon est là, au milieu du feu, le visage gris de fatigue mais le regard inflexible. Les maréchaux tombent, les généraux sont blessés, mais l'infanterie française, portée par une énergie du désespoir, finit par rejeter Blücher du plateau. Le vieux maréchal prussien, une fois de plus, est battu tactiquement. Il recule. Mais à quel prix? La France a perdu des milliers de ses meilleurs fils ce jour-là. C'est une victoire à la Pyrrhus, une victoire qui saigne le pays à blanc. Et c'est là que la figure de Blücher devient presque pathétique dans son obstination. On raconte que durant ces jours sombres, sa santé mentale vacille. Le stress d'être constamment surclassé par Napoléon, la fatigue de la campagne, l'alcool aussi, dont il abuse, le font sombrer dans des délires paranoïaques. Il craint